Vostra. En 2004, il y a 1500 employés. 1500 employés. Oui, il y a 1500 employés. Et 700 en 2010. Et 750, on a divisé par 2. À l'époque, je crois que c'était 13 ou 14 sites en France. On est redescendu à 4. On a concentré la société sur ses activités profitables, là où elle était compétitive. On a cédé ou trouvé des solutions pour toutes les activités qui n'étaient ni viables ni compétitives. Et on a progressivement, en plus, renouvelé le capital humain. Donc on a reconstruit une culture d'entreprise différente. Et en même temps, on a repensé la totalité de l'offre produit. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir François Carayol, qui est le PDG du groupe La Brosse et Dupont. Salut François, ça va ? Bonjour. Écoute, ça va très bien, je te remercie. François, La Brosse et Dupont, c'est une super aventure qu'on va vous raconter dans l'heure qui vient. Une aventure assez longue, puisque comme tu le disais toi-même, La Brosse et Dupont, c'est une vieille dame qui a aujourd'hui près de 175 ans. C'est né en 1845 à Beauvais. Ça a été indépendant pendant un temps, ça a été racheté par différents groupes, on survolera l'histoire rapidement, avant de finir dans les mains au début des années 2000, en 98 dans les mains d'LVMH, puis d'être racheté un peu plus de 10 ans plus tard par ses employés. Donc une histoire assez incroyable que tu vas nous raconter, l'histoire de La Brosse et Dupont, puis le rachat. On parlera aussi d'innovation, puisque c'est un secteur dans lequel l'innovation est importante, attaqué par pas mal de nouveaux acteurs. Vous en avez entendu quelques-uns sur le panier ces derniers mois. Donc ma question, dans un groupe qui est indépendant comme La Brosse et Dupont, comment est-ce qu'on innove, comment est-ce qu'on se bat face aux très grands, comment est-ce qu'on prend de la place sur le rayon DPH. Donc j'ai appris droguerie, parfumerie, hygiène, et on y reviendra. Et puis enfin, surtout, c'est un groupe qui est en train de se retourner en termes de digital et d'e-commerce. Et j'aimerais savoir comment est-ce que dans le secteur des FMCGs, Fast Moving Consumer Goods, comment est-ce qu'on insuffle du e-commerce à la fois pour le B2B, le B2C, et on terminera là-dessus. Ça nous fait un beau programme. Ça va François, t'as le temps ? Ça va très bien. On a pris quelques minutes pour préparer cet entretien et ces quelques minutes se sont transformées en 1 heure, c'est passionnant. C'est une vieille dame, tu le disais toi-même, 1845 pour la création, à Beauvais, c'est ça ? Oui, Alphonse Dupont, créé à Beauvais en 1845, une manufacture de brosserie et de tabletterie à l'époque, c'est comme ça qu'il la nomme. C'est quoi la tabletterie ? La tabletterie, c'est ce qui consiste à insérer de la nacre dans du bois pour faire des coffrets. Alors, à l'époque, on faisait aussi des brosses à cheveux, justement, dans lesquelles il y avait des insertions de nacre. Et l'industrie de la nacre était très proche, elle était à Méru, à quelques kilomètres de là. Méru, c'est à 20 ou 30 kilomètres au sud de l'Oise. Et donc, il y avait une vieille industrie de la tabletterie qui avait été créée là il y a 2 siècles pour produire des jeux pour les nobles. Les nobles jouaient au tric-trac, au jaquet, aux dames. Et donc, il y avait cette industrie de la tabletterie. Et lui, Alphonse Dupont, ce qu'il veut faire, c'est des brosses à dents. Et donc c'est devenu, en quelques dizaines d'années d'ailleurs, un des plus grands fabricants de brosses à dents au monde. Dans les années 30, c'est la plus grande usine de fabrication de brosses à dents dans le monde. Dans le monde. Ok. Et en 1845, il se lance dans des fabrications de brosses à dents haut de gamme, puisqu'il a une vision, à l'époque, il veut exporter, et il veut aller vendre en particulier en Angleterre, qui est un marché florissant, et il fait des brosses à dents et des manches en ivoire, parce que l'ivoire a cette qualité d'être imputrescible, et donc en termes d'hygiène bucco-dentaire, c'est beaucoup plus avantageux que le bois qui servait à faire des brosses à dents, on va dire,
plus ordinaire, plus bas de gamme, mais le bois, lui, il a tendance à moisir, des champignons, des bactéries, c'est pas très bon pour l'hygiène bucco-dentaire. Donc la plus grande manufacture de brosse à dents du monde en 1930, un premier achat à cette époque? Alors oui, en Ou un rapprochement, en tout cas. 1932, Ouais. oui, les établissements Dupont fusionnent avec une société qui s'appelait La Brosse, qui faisait des brosses à dents elle aussi, et qui était filiale d'Elida Gyps. Et au travers de cette fusion, on crée donc en 1932 La Brosse et Dupont. Et La Brosse et Dupont intègrent un groupe anglais qui deviendra plus tard Unilever, le groupe Unilever. Et il reste jusqu'en 1980. Oui, dans les années 80. Ouais. Il y a déjà un élargissement des gammes et de l'offre sur cette période? Oui, progressivement, à partir du moment où la grande distribution alimentaire se développe dans les années 60-70 en Europe et en France en particulier, oui, la Brosse et Dupont commence à commercialiser à côté de son activité principale qui est celle des brosses à dents, parce qu'il y a un petit peu de diversification industrielle, quelques brosses à cheveux et quelques gammes de beauté. Dans les marques qui sont actuellement dans le groupe, il y en a une vingtaine? Oui. Petite vingtaine, une vingtaine. On trouve des marques assez variées comme Desange, Kiwi, Manix, on y reviendra. Cette diversification, c'est déjà le cas dans les années 80? Alors, pas au niveau où c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ok. La marque la plus ancienne et la plus importante en chiffre d'affaires pour le groupe, c'est la marque Éléphant. Et éléphant, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi éléphant? Parce que dès 1845, on vend des brosses à dents avec des manches en ivoire. Et c'est la naissance de la marque éléphant. Alors aujourd'hui, la marque éléphant, on fait bien entendu plus de brosses à dents avec des manches en ivoire, heureusement. Mais c'est la marque qui est leader, qui est numéro 1 sur le marché de l'entretien des sols en France. On a la première part de marché pour tout ce qui est balai, seau, serpillière, brosse, tout l'entretien des sols. Et je suis sûr que la majorité de vos auditeurs, si ce n'est plus, auront probablement un produit éléphant à la maison. Un produit éléphant ou un produit du groupe, parce que c'est un peu l'idée. On a tous, a priori, on aura un produit du groupe La Brosse et Dupont à la maison. Alors on reviendra sur les types d'achats un peu plus tard, mais je reviens sur l'histoire. Donc début des années 80, il y a un événement assez important qui se fait, c'est le rachat par Gaillard. C'est dans quel contexte? Le groupe Unilever s'est retiré progressivement du capital de la société en vendant ses actions en bourse, et ensuite s'est retiré industriellement. C'est-à-dire qu'ils ont progressivement plus acheté de brosses à dents à La Brosse et Dupont, et La Brosse et Dupont s'est retrouvée au tournant des années 80-90, 1990, en quasi faillite, en quasi cessation de paiement, et c'est là qu'un entrepreneur lyonnais, Jacques Gaillard, qui lui avait développé des activités de type commercial. Il vendait des gammes de coiffure, d'accessoires, de mercerie dans la grande distribution, à la vision qui consiste à unifier ses activités commerciales, lui, avec le groupe industriel La Brosse et Dupont. Donc il le rachète et sauve l'entreprise en la réorganisant et en la redirigeant, redéployant commercialement comme fournisseur de gamme d'accessoires de beauté pour la grande distribution. Donc avant, on avait une unité de production, c'est ça, que le groupe Unilever utilisait pour ses marques. Aujourd'hui, on a un groupe plus intégré avec de la distribution, c'est ça? Il trouve des synergies, des débouchés? Absolument. Ok. Et donc ça, il le rachète dans les années 80? Il doit prendre le contrôle en 91, je pense, de la société. Et il arrive à redresser la barre? Oui. Jusqu'en 98? Il fait plus que redresser la barre. La société est bénéficiaire, elle se développe, elle gagne des parts de marché. Ça marche pas mal, ça marche bien. Ça marche bien. Et du coup, à tel point qu'il arrive à intéresser en 98, en pleine bulle, première bulle du bulle Internet, intéresser le groupe LVMH. Tout à fait. Qu'est-ce que vient chercher LVMH avec La Brosse et Dupont? Je ne sais pas, j'étais pas là moi à l'époque. Non, je peux pas parler je n'ai pas participé à cette transaction. Je ne sais pas, je peux pas spéculer sur les motivations. Il y avait peut-être un intérêt pour la grande distribution, un investissement dans la grande distribution côté LVMH. Il y avait une époque aussi où je pense qu'il se faisait beaucoup de transactions sur les marchés financiers parce qu'on était justement en pleine bulle Internet. Il y avait des valorisations qui étaient très fortes en bourse. Donc ce sont des phénomènes très particuliers qui se sont passés en 98, 99, 2000. Ok.
Alors, quelques années plus tard, un nouvel événement de cession, en tout cas un nouvel élément capitalistique qui arrive, et c'est les employés qui rachètent la boîte. On y revient dans 2 minutes. Mais je fais une avance rapide pour donner la photo du groupe aujourd'hui. On est en 2020. Le temps file. Vous êtes près de 900 employés dans le groupe, dont 700 en France. 175 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, en 2021. En 2021. Consolidé, chiffre d'affaires consolidé pour le groupe. Et pour nos 175 ans, comme vous l'avez dit, nous avons fait 175 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on prévoit une croissance de plus de 1 million par an ou pour garder le lien avec le. Je serais déçu. L'âge. Je pense qu'on va faire mieux. Présent donc en France et à l'international, très axé sur l'humain, c'est ce que tu me disais aussi. Parce que tu as des ratios plus élevés, c'est ça que dans l'industrie. Non, on est une entreprise qui emploie beaucoup de gens. Oui. Ça tient à notre métier, à notre organisation. On a besoin d'avoir beaucoup de gens parce qu'on gère un très grand nombre de microflux. On a presque 7000 clients en France que nous livrons. On livre un très grand nombre de petits objets et de façon assez fréquente. Donc ça demande un management avec beaucoup de personnel et surtout des méthodes et une organisation extrêmement décentralisée avec beaucoup de subsidiarité. On demande à quasiment l'ensemble de nos employés d'être responsables et de prendre des décisions au quotidien pour le bon fonctionnement de l'entreprise. 7000 clients en France et donc 7000 points de vente. Oui, la quasi-totalité des hypermarchés et supermarchés en France. On est ainsi, un peu moins de 7000. Très bien. En 2010, quand vous rachetez la société, tu te souviens de la taille qu'elle avait ? Ah oui, pour des éléments de comparaison. On faisait 125 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Ok. Donc 50% de croissance, en gros. 750 employés. Et 750 employés. Donc 50% de croissance, à peu près. 125, 175, ça fait 50, ça fait un peu moins. Bon, allez, 40%. Ouais. Je suis gentil avec nous. C'est ça. Mais avec une croissance moindre du nombre d'employés, donc une meilleure optimisation, j'imagine, une meilleure rentabilité des coûts, des ratios. Oui, il y a des effets de seuil. Il y a certaines activités où on a besoin de faire croître les effectifs en proportion du chiffre et d'autres moins. On a des effets de seuil. Oui. Alors, premier sujet que j'aimerais bien aborder, c'est revenir à ce moment 2005-2010. La société appartient à LVMH depuis quelques années. Le secteur comment se porte le secteur plutôt ? En 2005 et 2006, vous passez pas loin comme tu as dit, du boulet de canon. Oui, la société va très mal. Moi, j'arrive en 2004. Je suis embauché en septembre 2004. Et la société va mal. Elle a perdu, au cours des quelques années qui viennent de passer, beaucoup de parts de marché dans ses métiers historiques, en particulier dans les articles de coiffure, de manucure, de beauté. Pourquoi ? Je pense qu'il y avait un mix d'une offre qui avait perdu de sa compétitivité, une organisation humaine peu dynamique et une structure industrielle non compétitive. Ok. Donc ça fait beaucoup de choses. Ouais. Si vous voulez, l'entreprise avait été avait eu beaucoup de succès dans les années 90 sous la direction de Jacques Gaillard, commercialement. Et comme toujours, quand on a beaucoup de succès, le danger de ces organisations, c'est qu'ensuite on a tendance à se reposer un peu sur ses lauriers. Et on perçoit mal, ou pas forcément avec la bonne acuité ou la bonne réactivité, les coups de boutoir de la concurrence. Et donc en 2002, 2003, 2001, 2002, 2003, la société a vu apparaître des nouveaux concurrents très agressifs qui sont arrivés avec une offre produit nouvelle, peut-être plus au goût du consommateur, des offres commerciales très attractives et très compétitives pour les distributeurs, et la société a perdu des pans entiers de ses linéaires, de ses parts de marché. Avec à côté de ça une structure industrielle qui datait probablement d'il y a 15 ou 20 ans, c'est-à-dire des frais fixes très importants, des unités de production qui étaient très largement surdimensionnées, dans lesquelles il y avait eu très peu d'investissement. Donc on s'est retrouvé face à une problématique très difficile. Passé près de la mort ? Ah oui, absolument. Oui. D'ailleurs, il y avait
une croyance assez répandue à l'intérieur de la société que de toute façon tout ça finirait mal, peut-être par un plan social massif, et que puis je trahirai pas la confidence d'un délégué syndical qui m'avait dit de toute façon tout ça finira par un plan social et LVMH fera des gros chèques à tout le monde. Et ils n'étaient pas inquiets du tout d'ailleurs, ils n'étaient pas inquiets. Et du coup, tu arrives en 2004 dans cette période trouble en tant que DG déjà. Oui, j'étais nommé PDG. Oui. Et quelle est ta feuille de route? On te dit redresse ou on te dit ah non, on te dit redresse. On dit redresse. Ah non, là, il y avait une volonté très très claire de l'actionnaire de redresser, sauver la société. C'est clairement la feuille de route que j'ai reçue. Ça a été de faire un diagnostic. On m'a demandé de faire un diagnostic en quelques mois et de venir proposer un plan de redressement et de sauvetage de l'entreprise. On a envisagé plusieurs options, et on s'est mis d'accord, et on a mis en œuvre le plan qui a été très très compliqué, très difficile à mettre en œuvre, et qui a pris finalement plus de temps que ce qu'on pensait au début, qui a demandé des mesures complémentaires à ce qu'on avait envisagé au début. Non, on a été obligé de prendre plus de temps, d'aller beaucoup plus profondément, et de modifier profondément la structure. En 2004, il y a 1500 employés. 1500 employés. Oui, il y a 1500 employés. Et 700 en 2010. Et 750, on a divisé par 2. Il y a à l'époque, je crois que c'était 13 ou 14 sites en France. On est redescendu à 4. Donc, on a concentré la société sur ses activités profitables, là où elle était compétitive. On a cédé ou trouvé des solutions pour toutes les activités qui n'étaient ni viables ni compétitives. Et on a progressivement en plus renouveler le capital humain, en particulier les cadres dirigeants N-1, N-2. Je pense que j'ai dû renouveler plus de 80% des N-1, N-2 sur la période. Donc on a reconstruit une culture d'entreprise différente. Et en même temps, on a repensé la totalité de l'offre produit. Et on a réenclenché des process vertueux au niveau de la gestion de l'innovation, des nouveaux produits, la gestion des stocks, le taux de service. Enfin, mais ce qu'on avait pu imaginer se faire en 18 mois ou 2 ans nous a pris 5 ans et a coûté beaucoup plus d'argent que ce qui était prévu. Ce qu'il faut rendre à César, ce qui est à César, c'est-à-dire que l'actionnaire LVMH a été exemplaire. C'est-à-dire qu'ils ont assumé leurs responsabilités jusqu'au bout. C'est beau, et c'est pas forcément l'idée que certains peuvent se faire du groupe, mais je trouve ça hyper intéressant. Donc ils ont été présents, ils ont assumé la responsabilité que tu as dit. Non seulement c'est beau, mais c'est surtout intelligent. C'est-à-dire que ils l'ont pas fait par philanthropie, ni par idéologie. Ils l'ont fait parce que c'est important. Je crois que c'était important pour eux de démontrer que même des affaires difficiles, compliquées, qui étaient dans une passe extrêmement difficile, ils avaient la capacité managériale à les redresser et en faire des entités profitables, solides et durables. Et c'est une vraie stratégie globale d'entreprise, c'est une vraie stratégie d'image de marque. Et Dieu sait que c'est un groupe qui sait ce que c'est qu'une marque. Donc pour eux, la marque LVMH, elle existe en tant que telle. Et c'est pas Attila qui va tout écraser sur son passage, quitte à rater des coups. Alors je sais pas, on va pas parler de coups, mais en tout cas, on ne laisse pas d'entreprise sur le carreau. C'est ça. Moi, les instructions que j'ai reçues et les moyens qu'on m'a donnés, ça a été de redresser la société, en faire quelque chose de sain, de durable et de capable de continuer à croître et à embellir pendant longtemps. Donc, on a fait du travail de fond. On n'a pas fait du court terme en ripollinant rapidement les murs pour vendre à la sauvette. Ça a été tout sauf ça. Comme ce que certains disent de feu Bernard Tapie qui était je n'ai jamais travaillé avec Bernard Tapie. Moi non plus, malheureusement. Je ne peux parler que plein de choses à apprendre. Non, mais c'est intéressant. Quand tu arrives en 2004, la société perd de l'argent ou elle perd de l'argent. Elle perd de l'argent. Donc ça a dû être un coût énorme pour LVMH. Ces 18 mois qui sont transformés en 5 ans. Elle perd de l'argent, tu passes de 1500 à 750 employés. Non, alors on peut pas dire ça parce que les chiffres à l'échelle LVMH reste extrêmement modeste. À l'échelle de la Brosse et du Pont, c'est beaucoup. Oui. Mais pour LVMH, c'est peu. C'est un groupe qui a une taille mondiale, une très forte rentabilité, des moyens absolument considérables. Donc, c'est pour ça que je reviens sur... Je peux pas, je suis pas habilité à parler en leur nom, mais clairement, c'était, je crois, important pour eux de démontrer qu'ils étaient capables de redresser même des affaires très difficiles et qui n'étaient pas d'ailleurs dans leur core business. Ton objectif, c'est de redresser la barre quand tu arrives en 2004, mais la finalité,
Ah ben, pour LVMH, du coup, à ce moment-là? La finalité, elle est claire. En 2004, cette entreprise ne fait déjà plus partie du core business de la société. Donc, le jour où elle sera redressée, elle sera vendue. Là, c'est extrêmement clair. Ok. Mais je pense qu'il y avait possibilité d'aller beaucoup plus vite et de la vendre pour moins cher et de dépenser moins d'argent. Mais ce n'est pas le chemin qui a été choisi. Concentrer les offres, céder les activités qui ne sont pas core business ou n'ont pas de sens, renouveler le capital humain, renouveler l'outil aussi, l'outil industriel. Oui, en partie. Lui, il date de quand, cet outil? Certains murs dataient de 1845. Donc, l'usine de Beauvais, il y avait une façade qui remonte, il y a un bâtiment qui remontait à 1845. Mais beaucoup de machines étaient anciennes. Il y avait eu très peu d'investissements industriels au cours des 20 dernières années. Déjà, du temps d'Unilever, on sentait bien que il y avait eu peu d'investissements industriels. Donc, on avait un outil industriel qui était vieillissant, qui n'était plus compétitif. En grande majorité. Donc on s'est concentré sur la partie, on a gardé un site de production qui est à côté de Compiègne, à Béthisy-Saint-Pierre, sur lequel on s'est concentré parce que cet outil-là présentait une capacité à produire certains produits de façon compétitive. Quand on benchmarkait ce qui était produit à Béthisy par rapport à ce qu'on pouvait acheter en Italie ou en Chine, on restait compétitif. Donc on s'est concentré là-dessus, on a concentré nos efforts, on l'a réorganisé, on a réduit les effectifs, on a réorganisé la production un îlot de production, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un opérateur par machine, on avait un opérateur pour 3 machines. Donc on a automatisé certaines choses, on a quand même travaillé. On a sauvé cet outil de production. Il est resté en l'état pendant une dizaine d'années et depuis 4 ans, on a recommencé à investir significativement parce qu'il devient de plus en plus intéressant de fabriquer à Béthisy, en France. Il y a d'une part une appétence grandissante chez les consommateurs pour les produits fabriqués en France. On s'aperçoit qu'à prix, qualité équivalente, ils arbitrent maintenant de plus en plus souvent et de plus en plus fort sur le produit fabriqué en France. Non, mais prix, qualité équivalent, c'est évident, mais on arrive à avoir des prix, qualité équivalents? Oui. Ça dépend des produits. Lorsque la part main-d'œuvre n'est pas trop importante, les machines de fabrication sont les mêmes. Que vous fabriquez en France, en Italie, en Allemagne ou en Chine, les machines sont les mêmes. Elles sont belges ou elles sont allemandes, mais les machines sont les mêmes. Mais la main-d'œuvre La main-d'œuvre n'est pas la même. Mais le surcoût qu'on peut avoir sur la main-d'œuvre par rapport à une fabrication lointaine est parfois compensé par les prix de transport. Et récemment, les prix de transport ont beaucoup augmenté. Mais c'était déjà le cas avant. On avait recommencé à investir, à acheter une nouvelle machine depuis 3-4 ans. On a redéveloppé, on est repassé en 3.8 alors qu'on était en 2.8 de façon à augmenter la capacité de l'usine. Oui, on arrive à avoir des productions de plus en plus compétitives. Oui. Alors il y a une approche très très business sur renouveler le capital humain, remanager les activités et les offres. Ça c'est très indus. Toi t'étais chez Canal avant, c'est ça, pendant presque 5 ans. Oui. En fait, avant j'étais pendant 10 ans chez Thomson CSF. Oui, bon, ça aide un peu. Oui. Mais donc, toi, ta feuille de route, c'est redresser. Pour LVMH, la Brossée du Pont ne fait déjà plus partie du... Enfin, ils se projettent comme... Ils avaient annoncé, je sais pas un scoop, ils avaient annoncé au marché boursier, dès le début des années 2000, qu'elle ne faisait plus partie des actifs du groupe de façon durable. Elle était sur une liste d'actifs à céder à partir de 2001 ou 2002, je pense, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas... 3 ans avant ton arrivée. Ah oui. Et, mais elle était encore en vente quand tu es arrivé? Alors, ça se passe pas exactement comme ça, si vous voulez. Dans les grands groupes industriels comme ça, qui sont cotés en bourse, ils font une communication financière de ce qu'est leur core business, et éventuellement, quand ils ont des actifs hors core business, ils les listent, ils disent, voilà, ce sont des actifs qui sont pas dans le core business. Donc, qui ne sont pas amenés à y rester de façon durable, long terme. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont en vente dès le lendemain. On peut attendre éventuellement que les conditions de marché, ou en l'occurrence, quelqu'un lève la main, quelqu'un lève la main, ou que la situation de l'actif fasse qu'il soit vendable. Des fois, il y a des circonstances particulières, des contrats. Là, en l'occurrence, la Brossée du Pont, elle n'était pas en très bonne situation, donc pas très vendable. Mais voilà, on peut être sur la liste des actifs à céder sans pour autant être en vente immédiatement. Tu arrives en 2004, il y a un plan de 18 à 24 mois.
pour redresser la barre, qui prend finalement plus de temps que ça. Tu l'as dit, Oui. presque 5 ans, c'est ça? Oui. Ça nous amène à presque 2010, 2008, 2009. Alors, on a clôturé le premier exercice bénéficiaire, c'était fin 2008. On a fait un petit bénéfice en 2008, c'était le premier depuis 2004. Et il n'était pas gros. Mais c'était quand même un moment. T'es repassé de l'autre côté Exactement. Psychologiquement, c'était prisme. très important. Il y a eu quelques DG avant toi. Il a fallu quand même Alors, je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut sur cette période? De la résilience, de la persévérance, le support, le soutien du groupe au-dessus. Ah oui, il faut tout ça. Et il faut avoir la Et la confiance aussi. Ce qui a été très compliqué, c'est qu'on fait un diagnostic en 2004. On fait une photo, un bilan, voilà. Et on identifie un certain nombre de sujets à traiter. On dit, bon, ça, on va le traiter comme ça on va le traiter, et on se fait un plan. Bon, classique. Sauf que, pendant qu'on exécute le plan, le reste se détériore. Oui, parce qu'on n'a pas mis en pause. Voilà. Et le plan, il prend du temps, et même la photo prend du temps. Il y a de l'air, il y a des organisations humaines qui sont pas forcément optimum, des gens qui sont pas tous au bon endroit, the right person, the right guy in the right job. Voilà, donc ça continue. C'est-à-dire que on photographie fin 2004, on se dit, bon voilà, on a 5-6 sujets à traiter, sauf que on engage le plan, et 2 ans plus tard, il y en a 2 ou 3 de plus. Et vous savez, c'est comme un ballon qui descend, une montgolfière, donc on lâche du lest, et puis le ballon il continue à descendre, et on relâche du lest et le ballon continue à descendre. Donc il y a des soirs, vous savez, Sarkozy il pensait en se rasant le matin, il est devenu président, je ne veux pas me comparer, mais moi il y avait des soirs où je rentrais, j'avais un peu le moral au fond des chaussures. Mais c'est là que le support du groupe est important. C'est-à-dire que on n'est pas seul. Des gens autour de vous, j'avais un chef, et puis des gens qui vous soutiennent ou qui vous encouragent. Ils y croient pas plus que vous, hein. Mais quand ils vous voient un peu faiblir, ils disent, il faut que je le booste, sinon il va pas y arriver. Oui, et puis après un moment, vous savez, ça commence on reprend de l'importance, comme on dit en aviation. On sent que la courbe s'inverse, même si elle est négative. Petit à petit, on commence à avoir quelques bonnes nouvelles, à droite, à gauche. Un chiffre reprend, ça reprend. Là, les résultats sont un peu meilleurs. Alors on commence à y croire. L'effet du travail. Oui. Puis après, on bascule dans un cercle vertueux. Et donc 2008, premier exercice positif. 2009, qui était un exercice comment? 2009, très bien. Positif, on a fait un bon exercice, un bon résultat en 2009. Okay. Et du coup, là, le groupe se dit, c'est bon, la mariée est belle, on peut la... Oui, en fait, c'était quand même le projet depuis le début. Donc on a discuté, oui, on a parlé avec le groupe, et on leur a dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On leur a proposé de racheter, ils ont plutôt opté pour une mise en vente, on va dire, de nature compétitive, truc classique, hein. On prend un banquier d'affaires qui va chercher des acheteurs. Attends, voilà. Donc il y a plusieurs options. Soit tu vends à la concurrence, non pas à la concurrence, soit tu vends tout court, soit potentiellement tu peux vendre à tes employés, soit potentiellement tu pourrais le garder. En 10 ans, la politique du groupe aurait aussi pu changer d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais je ne pense pas que je sais pas, je suis pas, encore une fois, c'est pas moi qui décide. Moi, j'étais manager, je suis pas actionnaire, hein, donc ça c'est le privilège de l'actionnaire. La décision de l'actionnaire à l'époque, ça va être de dire c'est bien. Là, manifestement, on a des bases solides. La société est redevenue bénéficiaire de façon significative. Tous les indicateurs que nous avons, budget, plan, parce qu'on fait des plans à plusieurs années, sont bons. On a quelque chose qui tient la route. On peut le vendre. Qui était leur objectif depuis le début. Donc moi, je suis pas choqué. On est dans une continuité logique. Et comment naît l'idée ou l'envie de la racheter par les employés, par vous? Ah, moi, je l'avais eu depuis le début. L'idée, elle est même plus ancienne encore que ça. C'est un rêve de gosse. Ça, c'est à un moment devenir capitaliste, arriver à avoir sa propre entreprise depuis toujours. Donc, je sais pas, je l'ai toujours eu en moi. Ouais. Mon grand-père était chef d'entreprise. Et je crois qu'il y a quelque chose... Voilà, quand j'étais petit, moi, j'allais jouer dans les bureaux de mon grand-père. Je voyais son grand bureau, la carte du monde derrière, le téléx qui crépitait. Voilà. Oui. J'ai toujours eu ça en moi. C'est un peu une situation dorée, en fait. Une situation, pardon. Alors, oui, en 2004, tu arrives, on te donne la direction de ce groupe, on te dit un jour on le vendra, tu te dis c'est possible. Il y a un actionnaire qui te donne les moyens.
le temps, il aurait pu être plus pressé que ça. Enfin, tu vois, Oui, oui. 5 ans versus 18 mois, il aurait pu être plus impatient. C'est une situation qui est, pour toi, au final, tu as construit la société que tu peux racheter que vous pouvez racheter avec les employés en 2010. Ah, mais absolument. Ah, mais je suis extrêmement heureux de ce qui s'est passé. Donc, tu présentes ce plan au groupe. Qui te dit qu'il va quand même mettre la société en vente pour une situation concurrentielle. Moi, je leur ai proposé de la racheter. Okay. Je leur ai proposé de la racheter avec les cadres. Je leur ai fait une proposition. Ok. Et ils ont considéré que le groupe étant coté en bourse, une transaction de gré à gré n'était pas quelque chose de souhaitable, et qu'ils préféraient faire une mise en vente officielle avec un banquier d'affaires qui contactait tous les acheteurs potentiels, et que mon offre serait bien entendu bienvenue sur la table, et que si elle était la meilleure. Et c'est ce qui s'est passé. Comment tu montes une offre et à qui tu parles à ce moment-là? Je parle aux représentants de l'actionnaire, c'est-à-dire je parlais au directeur général et au directeur financier du groupe. D'accord. Au début, une offre, c'est un chiffre sur une feuille de papier. Oui, enfin, elle se prépare, il faut avoir le backup, j'imagine, avec des banques. Alors, c'est un processus itératif. Je veux bien que tu m'expliques comment. Ah oui, je veux bien. Alors, la première offre, on y pensait. Moi, j'avais mon directeur financier avec moi, on se connaissait, on avait participé très largement au redressement de la société, y compris avec d'autres cadres du comité de direction. Donc, on en avait envie. On s'en parle, on dit oui, on va faire une offre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit, on regarde le business plan, on essaie d'évaluer les cash flows futurs, la rentabilité de la société, combien on pourrait s'endetter, qu'est-ce qu'on pourrait rembourser. Enfin, on monte tout ça, mais c'est en chambre, c'est sur un tableur Excel. Et quand on est à peu près sûr de soi, on va les voir et on leur fait une offre. On leur met un chiffre sur la table. On leur demande si... Tu présentes un plan, tu présentes des actions ou oui, non, on s'en fout. Ça sert à... Il faut un chiffre. Le vendeur, quelque part, ce qui se passe après... Et puis, il te connaît accessoirement, le vendeur. Oui. Ça fait 5 ans qu'il te voit, 7 ans qu'il te voit l'ouvrage. On se connaît bien. Et je crois qu'il y a beaucoup d'estime réciproque. Enfin, moi, il faut bien comprendre que j'ai vécu dans plusieurs groupes, Vivendi, Canal+, Thomson CSF. Moi, j'étais auditeur, j'ai vu plein de choses. Il y a une qualité de management chez LVMH qui est exceptionnel. Vous avez poste par poste, vous avez des gens qui sont parmi les meilleurs, les plus performants que j'ai rencontrés dans ma vie. Alors, je suis pas omniscient, mais oui, il y a un niveau. En même temps, je veux dire, on n'arrive pas à construire le groupe qu'ils ont construit avec des bras cassés, d'accord. Donc voilà. Donc il y a une très bonne. Il y a des gens extrêmement brillants, intelligents, efficaces. C'est un plaisir de travailler avec eux. Donc on leur fait l'offre et eux, pour des raisons, je pense, de process interne, préfèrent pas vendre en gré à gré, mais préfèrent avoir un processus inattaquable où on regarde tous les acheteurs potentiels et on vend au plus offrant. C'est, je pense, en termes de responsabilité fiduciaire vis-à-vis de leurs actionnaires à eux, ce qu'ils ont perçu comme être une obligation. Étant donné que tu n'es pas jugé partie, mais tu es dans la partie qui va être potentiellement rachetée ou vendue. D'une certaine manière, tu as joué le lièvre. Oui. En posant une offre sur la table, tu fixes un prix qui est un prix marché. Eux, c'est d'autant plus simple d'aller... Alors, c'est pas un prix marché. Tant qu'il n'a pas été confronté à la concurrence, on ne sait pas si c'est un prix marché. Moi, je pose une offre sur la table, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu as raison de le remarquer, tu le faisais remarquer d'ailleurs, moi, j'ai pas de financement. J'ai pas vu de banquier. Et à ce moment-là, tu n'as pas encore vu de banquier. Bien sûr, le jour où je vais voir la Société Générale ou la BNP, je prends rendez-vous. Quelques minutes après que j'ai pris rendez-vous, on est sur la place de Paris. Il y a un coup de fil au directeur financier du groupe en disant « C'est quoi ce truc-là ? Il y a des gars de chez toi qui me donnent un rendez-vous. » Enfin bon, on peut pas faire ces choses-là. Donc, il faut d'abord aller voir l'actionnaire, parler avec l'actionnaire, et si l'actionnaire, c'était le cas, était favorable à ce projet, ensuite, l'actionnaire dit, très bien, allez voir les banques et regardez si votre projet est finançable. D'abord vendre, ensuite financer. Non, mais bon. Non, en tout cas, avoir un signal faible. Non. Ouais. Quand on est employé d'un groupe, on ne dispose pas de ces choses-là. C'est juste que il n'était pas de mon niveau de responsabilité de mettre en vente ou pas une entreprise ou de travailler là-dessus. Si j'ai besoin d'une décision d'un niveau supérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui dit oui, ok, tu peux commencer à aller chercher un financement, va voir les banquiers.
tu as l'autorisation. C'est ce qu'on te dit à ce moment-là. C'est ça, on te dit. Oui, bien sûr. On va mettre en vente. Très bien. J'ai pris ton offre. Tu peux aller chercher ton financement. Tu peux la défendre, quoi. Ok. Oui, voilà. J'ai eu un feu vert. Oui. On est d'accord qu'à ce moment-là, enfin, pardon, je ne sais pas si on est d'accord, parce que je ne t'ai pas posé la question. Tu n'as pas de part à ce moment-là. Ah ben non. 100% du capital. Tu es un employé de la Brosse et Dupont qui appartient à 100% à LVMH. Bien sûr. Donc on toque à la porte de la Société Générale ou de la BNP ou de je ne sais quelle banque. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Alors déjà, c'est pas n'importe quelle, vous n'allez pas à l'agence du coin. Il faut aller chez des gens qui prêtent de l'argent pour ce genre d'opération. C'est ce qu'on appelle les fonds structurés. C'est un département. Il faut trouver le bon département. Ils vous reçoivent et ils vous disent expliquez-moi votre projet. Oui. Vous avez un business plan, c'est quoi? On pose des questions. Oui. C'est ce qu'on appelle un LBO? L'LBO, c'est leverage buyout. Ouais. Donc, ça veut dire un rachat avec de la dette. Oui, c'est... Et que tu vas financer sur les cash flows futurs, les futurs cash flows, la future rentabilité de la société. Et oui. Malheureusement, nous n'avons pas d'autres ressources que ça. On est en 2009. C'est ça, hein, la société, elle est rentable depuis 1 an à peine. Première année confortable. Oui. Qu'est-ce qui te dit le banquier à ce moment-là? Il me dit surtout qu'on est en 2009. Et en 2009, les banques ne prêtent pas à personne. Parce qu'un an plus tôt, c'était les subprimes, c'était les Lehman Brothers, la faillite. Et il faut savoir que le marché financier est rentré dans une période de glaciation qui a failli d'ailleurs... Vous goûtez le rachat? Alors nous, c'est un détail, mais qui a failli nous faire basculer dans une crise de type crise de 29. Hein. C'est-à-dire que quand les banques ont commencé à ne plus se prêter entre elles parce qu'elles avaient peur de prêter à Lehman Brothers. Hein, là, l'économie mondiale a failli s'arrêter. Il y a quelques personnes au niveau de la Banque européenne, de la Réserve fédérale américaine et gouvernements américains, français, allemands et tout, qui ont sauvé le monde. Hein. Je sais jouer à peu, mais je pense qu'il y a des gens qui ont sauvé le monde en mettant de l'argent dans les rouages et en demandant aux banques de recommencer à se prêter, parce que l'économie mondiale était en train de se gripper et là tout s'arrêtait. Et on avait un risque de faillite en domino. Hein. Donc, mais pendant cette période, en 2009, on ne prête pas, voilà. On ne prête pas. Donc on nous dit que c'est super, qu'on a un super projet, votre business plan il est pas mal, ça a l'air bien tout ça, mais revenez nous voir dans quelques mois, parce que pour le moment on prête à personne. Et ça a commencé à se débloquer fin 2009. Okay. Donc fin 2009, on a eu des signaux des banquiers que oui, ça allait pouvoir être bon, on pouvait y aller. Et sur cette période, d'autres offres sont reçues? Non. À ce moment-là, la mise en vente n'a commencé que début 2010. D'accord. Quand le marché se dégrippe, comme tu le dis. Quand le marché se dégrippe, voilà. Okay. Donc l'actionnaire a dit c'est bien, puisque le marché se dégrippe. Donc ils ont embauché un banquier d'affaires classique. Et on a construit un business plan avec lui. On a préparé une data room. Ils ont envoyé des lettres à tous les acheteurs potentiels qu'ils ont identifiés. 40 ou 50 acheteurs. Ils ont signé des accords de confidentialité. Enfin, c'est un processus très classique que je décris. Tous les gens connaissent ça. Hein. Et toi, tu étais. Alors tout le monde ne connaît pas forcément. Alors bon, voilà. Et donc ils ont reçu des offres. On avait reconstruit un document qu'on appelle un offering memorandum, qui est un document qui décrit la société, son activité, ses produits et qui donne son business plan futur. Et sur la base de ce document, schématiquement, à un moment, le banquier d'affaires dit maintenant j'attends une offre de tous les gens intéressés à telle date, telle heure. Mais toi, tu crées le document. Oui. Parce que avec ta casquette de PDG et ton CFO, tu dois créer ce document, et de l'autre côté, tu dois faire cette offre. Oui. C'était un peu jugé parti. Oui. Mais alors, on crée le document. Le document, techniquement, il est créé par le banquier d'affaires, pas par nous. Oui, mais avec des informations qui proviennent des informations qui proviennent de la société. Mais la data room, c'est toi qui l'alimente. Oui. La data room sont des documents factuels, mais c'est le banquier d'affaires qui crée le businessman, le document, à partir d'éléments qu'on lui fournit, bien entendu. Mais on est challengé, c'est-à-dire que le banquier d'affaires peut décider d'augmenter certains chiffres ou en baisser d'autres s'il estime que le management n'est pas raisonnable ou n'est pas crédible. Donc tu peux pas tricher. Pas trop. Et personne ne triche, mais on peut, en tout cas, on peut pas exagérer, ni dans un sens ni dans l'autre. Si on est trop optimiste, le banquier va dire non, mais c'est pas tout ça, ça tient pas la route. Et si on est trop pessimiste, il va dire c'est pas sérieux. Voilà. Beaucoup d'offres reçues sur les 40 Oui, une douzaine. Dont vous. Oui. Et là, le choix va se faire sur pas mal de critères, mais j'imagine que la société est rentable, donc la politique assez
propre, on va dire, d'LVMH, de ne pas laisser je sais pas, de carcasse ou non mais non, mais on n'est pas là, la société là, elle est bien, hein, c'est ce que très je dis. belle, hein. Donc ils auraient pas 5 ans plus tôt laissé une société qui est mal en point. Là il y a une belle société qui tourne, ils peuvent se fonder uniquement sur un critère financier. Pourquoi ils vous choisissent vous? Ah ben ça, on est choisi à l'issue d'un processus qui est long et itératif, c'est-à-dire qu'il y a une première, il y a une première série d'offres qui est retenue, et sur cette série d'offres, il y a une shortlist qui est faite. Il y en a quelques-uns qui sont sélectionnés, et ces quelques-uns, on leur donne accès à la société, ils viennent visiter, ils font ce qu'on appelle des management presentations, c'est-à-dire qu'on est dans une salle, alors le management présente la société, il y a des questions, des réponses, c'est un processus qui est beaucoup plus lourd. La data room, ils ont accès à la data room, alors que dans l'étape précédente, ils n'avaient pas accès à la data room. Donc la data room, il y a tout dans la data room. Tous les contrats, les salaires, le business, il y a une description vraiment totale de la société dans la data room. Et à l'issue de ce processus, on va dire, de ce qu'on appelle de due diligence, d'analyse approfondie, on demande des nouvelles offres aux acheteurs potentiels. Des offres révisées à la hausse et à la baisse. Voilà. Alors, faut pas se tromper dans ce processus. Les premières offres sont toujours les plus élevées. Oui, et ensuite, ça se révise en général à la baisse. Pourquoi les acheteurs intéressés essaient de faire l'offre initiale, elle est non engageante. Il faut mettre un pied dans la porte. Non-binding. Bah, si on fait une offre basse, on est éliminé, donc c'est pas intéressant. Donc ils font des offres plutôt optimistes. Et ensuite, dans le processus qui suit, le jeu, c'est de trouver des raisons objectives à l'intérieur des due diligence pour éventuellement renégocier un petit peu à la baisse le prix. Toi, tu n'as pas accès aux offres. Pardon, je pose des questions fermées. Et as-tu accès aux... Alors, j'ai pas eu accès aux offres, c'est le banquier qui les reçoit. Mais on a eu une réunion avec l'actionnaire. C'est l'actionnaire qui mène le process, mais nous, on a été invités à participer à la réunion de synthèse dans laquelle le banquier a dit voilà les niveaux d'offres que j'ai reçus, juste le chiffre, avec une évaluation, s'il estimait sérieuse, pas sérieuse. Avec ta casquette de PDG. Oui. On est quand même dans un niveau de confiance élevé hein, dans l'intérieur du groupe. Et notre offre est là sur le côté. Nous, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la roue de secours, enfin l'offre sans risque. Donc elle est beaucoup plus basse hein, que les offres les plus élevées. Elle est plus basse que les offres les plus élevées, ce qui est normal. Mais enfin normal, c'est pas évident. Ouais, et la roue de secours, c'est un petit peu plus pas basse. beau comme terme. Oui, mais bon, ça me gêne pas. En tout cas, vous êtes à la fin, si tu passes la ligne d'arrivée en premier avec une roue de secours, on s'en fout. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, mais nous, on avait fait une offre, qui était une offre indicative au départ du processus. Et en fait, on a refait exactement la même. Moi, je n'avais pas de raison particulière de faire une offre différente 6 mois plus tard. Tu la connaissais, la boîte. Absolument. Ouais. Donc, j'ai refait la même offre. Ensuite, ils ont sélectionné une shortlist, il y a eu des due diligence, etc. Et le niveau des offres s'est un petit peu dégradé. Et ensuite, on n'a plus été invité à la table. Puisqu'ensuite, on se dit maintenant, c'est le deuxième tour. Donc maintenant, est-ce que vous maintenez votre offre? Oui, non. Mais on nous a plus dit quelles étaient les offres en face. En fait, cette TSM, nous, on a maintenu notre offre identique tout le temps. Pardon pour le... Mais t'as serré les fesses. Ça a duré combien de temps? 6-7 mois, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure? Oui, ça c'est le montant total, mais... Ça fait 5 ans que tu travailles à... Enfin, j'imagine qu'il y a un peu de passionnel, un peu d'émotionnel là-dedans. Ah oui, il y a des soirs où on ne dort pas beaucoup, oui. Il y a des nuits où on ne dort pas beaucoup. Oui. Je me suis... J'ai été odieux avec certaines personnes au téléphone. Oui, il y a des moments de très grande tension. Oui. Jusqu'à ce que le téléphone sonne et qu'on te dise c'est toi? Oui, ça se fait plutôt dans le travers de réunions. On a bien senti à un moment alors le processus vraiment des offres et des bids, il est très resserré. Hein. Je crois que alors je parle de mémoire, je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que les premières offres, elles ont dû être reçues en mai, début mai, et l'offre finale sur la base de laquelle on a été sélectionné, c'était vers fin juillet. Donc c'est un moment qui est assez resserré, et à fin juillet, il y a une décision qui est prise par l'actionnaire de nous choisir, et donc on signe un accord. Je sais pas comment ça s'appelait, un memorandum of understanding ou un truc comme ça, ou une offre qui est acceptée, et l'idée est ensuite de basculer, de préparer ce qu'on appelle le closing. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme quand tu achètes un appartement, il y a la promesse et puis il y a l'acte. Donc la promesse c'était juillet et l'acte c'était 30 septembre. Voilà.
30 septembre 2010, vous devenez propriétaire de la société dans laquelle toi et tes co-actionnaires travaillaient depuis un bout de temps. Oui. Dans ce process, Bernard Arnault est présent ou ce sont ses caporaux généraux? Oui, voilà. On va plutôt parler de généraux que de capots. Alors, je sais comment fonctionne le groupe. Hein. C'est-à-dire que non, on n'a pas négocié avec M. Arnault. Non, bien sûr. Mais il s'intéresse au sujet. Il est présent, de près, de loin. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est un groupe extrêmement bien géré, où les choses sont très très bien contrôlées, où c'est très bien tenu, très bien géré. Et je pense que je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une qualité de management absolument exceptionnelle. Et je pense que ces gens-là reportent régulièrement, quand il faut, sur ce qu'il faut, sur les éléments essentiels du deal et sur les décisions au bon niveau. Oui, les décisions sont prises au bon niveau, mais c'est bien, c'est comme ça que ça fonctionne, une entreprise bien gérée. Tout à fait. Et cette excellence du management et des gens qui y travaillent, enfin, pour avoir connu plusieurs personnes qui travaillent au siège, il y a peu d'idiots, quoi. Quand je dis au siège, c'est au siège de LVMH, donc ils gèrent soit la conso, soit la finance, soit le marketing, bref. Les entreprises, il y a des idiots, ils finissent pas la capitalisation du marché. Ça marche assez peu. Voilà, je vais enfoncer encore On peut avoir de la chance de temps en temps, mais ça dure pas. Juste une dernière question un peu pratique, mais donc tu as vu plusieurs banques, tu as eu des refus ou... Oui, bien sûr. Oui, ok. Oui. Sur quel critère, sur quel point tu peux trouver de la friction? Alors friction, non. C'est des gens on a toujours été très bien reçus. Hein. Honnêtement, on n'a pas eu de problème pour avoir des rendez-vous. C'est assez facile. C'est quoi le chiffre d'affaires en 2009-2010 du coup? Alors 2009, on était à 130, 135. On était descendu à 125 en 2010 parce qu'on avait cédé une activité d'accessoires de mode textile. Plus d'une centaine de millions. Ouais, le point bas, ça a été 125 en 2010. Donc on est reçu, hein, on est reçu assez facilement, on demande des rendez-vous, on est reçu, on est bien reçu, on est écouté, on a de l'écoute. Et puis il y en a qui me disent écoutez, votre dossier m'intéresse, mais il faut que j'y réfléchisse, c'est un peu particulier, revenez me voir, tenez-moi au courant. Alors de tendance générale, les banques, c'est plutôt, moi je dis conseil s'il y a des gens que l'expérience intéresse, hein. Les banques sont assez grégaires, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à se suivre. Le plus difficile, c'est de trouver la première. Moi, ils m'ont tous dit, enfin pas tous, mais il y en a un qui a dit non, je le ferai pas, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais là, beaucoup nous ont dit, écoutez, oui, le dossier est intéressant, nous on viendra, mais pas seul. Donc si vous avez un banquier qui prend le dossier, et comme la pratique de la place, c'est de partager. Oui, il faut hedger le risque. Aucune banque ne prend un dossier à 100%. Ils partagent toujours en 2, 3, 4, 5 parts. Donc, s'il y en a un qui part, je viendrai. Donc, ils veulent un lead, c'est ça? Qui va dire... décider. Ouais. Il faut trouver le premier, là, qui arrive à franchir le pas, qui est... voilà. Et alors, il y a des avantages à faire ça. C'est-à-dire que le premier, en général, qui prend le dossier, il est ce qu'on appelle agent du pool, et donc il a plus de commissions, il a plus de marge, etc. Mais c'est lui qui a pris la première décision. Le prix était public ou pas? Le prix de vente de la brosse et du pont. Non, il n'est pas public, mais les banquiers le connaissaient tous, puisqu'on leur demandait de nous financer, eux. Ils savaient très bien. Non, mais pour avoir un ordre de grandeur, mais admettons, je sais pas, un CA ou c'est pas n'importe quel somme. Vous êtes des employés, vous êtes avec toutes les oui, c'est un peu plus de c'est un peu plus de 40 millions d'euros. C'est quand même une somme pour des gens qui n'ont pas fait des millions. Non, mais soyons très clairs. Nous, de notre poche, on en a financé très très peu. On n'avait pas les moyens. C'est-à-dire que même en cassant notre PEA, en mettant la maison au clou, et on s'est tous endettés au maximum de ce qu'on pouvait. Bon, au bout du compte, on a réussi à mettre 1,5 million de capital, quoi. Voilà. C'est déjà beaucoup. 1,5 million sur les 40. Oui, voilà. Et du coup, LVMH vend tout. LVMH vend tout. Ça, c'est une volonté affichée à l'époque. C'est une mise en vente de 100% du capital. Les banquiers, eux, sont prêts à monter à un peu plus de 50%. C'est ce qui se fait, c'est la pratique de la place à l'époque. Les banquiers ne veulent pas s'engager au-delà de 55-60% du montant de la transaction.
Donc sur les 40, on est à presque 25, il reste 15 quoi. Il y a un trou. Et donc là, non. Et là, vous me dites, il y a un trou. Alors il y a deux solutions quand vous faites ça. Soit vous allez voir ce qu'on appelle un mezzaneur. Ce sont des gens qui financent ce qu'on appelle de la mezzanine equity. C'est la mezzanine, c'est ce qui est entre le rez-de-chaussée et le plafond, c'est entre les deux. Donc entre l'equity et la dette, il y a un petit espace, c'est la mezzanine. Et on avait regardé, c'était un peu gros. Dont on avait besoin pour la mezzanine. En plus, ce sont des gens qui sont très particuliers. Ils veulent en général une part d'equity, un upside, ils prennent des taux d'intérêt très élevés. Et on a proposé, nous, à LVMH, de nous faire ce qu'on appelle un vendor loan, c'est-à-dire un prêt de vendeur. Donc, en gros, ils nous ont fait crédit sur une partie de la somme, moyennant des conditions, donc sous forme d'un prêt obligataire. Et c'est ce qui nous a permis de boucler la transaction, bien sûr. Boucler la transaction. Donc on est sur une 30%, je ne veux pas dire de bêtises. Oui. Ou à la rigueur, peu importe, c'est pas ça qui compte. Mais donc ils vont faire un vendor loan. Ils vous font crédit sur une partie de la somme et ils se rémunèrent sur la rentabilité future de la société. Exactement. Alors comme ils sont juniors par rapport aux banques, les banques sont dites seniors, c'est-à-dire que les banques passent avant dans le remboursement. Dans le remboursement. Que ce soit dans le remboursement normal, les échéances telles qu'elles sont prévues au contrat, ou en cas de liquidation, de faillite, dans tous les cas on passe après. Et le junior, lui, comme il passe après, il a une rémunération beaucoup plus forte en général, en termes de taux d'intérêt. Alors là on avait un contrat un peu compliqué, avec un taux d'intérêt et un intéressement au résultat. C'est un moment formidable. Alors pardon, dernière question, et puis après on passe au retournement digital, à l'innovation, mais c'est un moment super aussi pour faire entrer des employés au capital, parce que j'imagine que tout le monde ne rachète pas la société. C'est quoi les cadres le comité de direction. Le comité de direction. Donc on était 10 à l'époque. Et est-ce que c'est le moment aussi où tu en profites pour partager un peu du capital avec les employés qui le pourraient, Ah oui, absolument. C'était vraiment l'objectif. Partager. Si, mais okay, le terme me va bien. Simplement, on peut pas le faire simultanément. Déjà, on était dans un processus très compliqué, compétitif. Donc, on peut pas, quand on a 750 employés, les faire participer à une opération en capital. Ça demande une opération de com interne, ça demande de mettre des moyens. Donc, on avait décidé de faire ça en décalé. Si possible, gagner, prendre le contrôle de la société. Ensuite, ouvrir le capital dans un deuxième temps, l'ensemble des salariés, dans un mode plus actionnariat salarié, de façon à bénéficier en particulier de toutes les dispositions fiscales qui font que si on bénéficie du statut d'actionnariat salarié dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise, les plus-values sont exemptées fiscalement pour les salariés. Donc c'est ça. On les a fait rentrer, du coup on a acheté la société nous septembre 2010 et on a ouvert le capital de la société La Brosse et Dupont, donc l'entité opérationnelle dans laquelle les gens sont salariés, en mai 2011. Et on leur a vendu les actions de La Brosse et Dupont au prix où on les avait achetées à LVMH. On les a fait rentrer dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Oui. Mais les salariés ont bénéficié d'un abondement de la part de la société. Abondement, tu as dit, hein, c'est ça. Oui, un abondement. Tu apportes autant que, ou en tout cas dans une certaine mesure, c'est. Alors, on a fait deux. C'est un peu compliqué. On a fait un abondement à 20 ou 25% ou 30% selon que les gens investissaient la participation ou de l'épargne personnelle. Ok. Bon. C'est hyper intéressant. Est-ce que, avec le recul, alors on y pense, hein, nous, chez Cosa Vostra, donc l'agence, et on y réfléchit. J'ai eu plein d'avis différents sur le sujet, tu vois, de partager des BSPCE avec les employés. Il y a des gens qui me disent mais non, ça sert à rien, ce qui compte c'est l'épanouissement ou le salaire ou le bonus. Il y en a d'autres qui me disent bah oui, c'est génial parce que tu as du skin in the game, donc t'as un intérêt à ce que la boîte réussisse. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Moi, j'avais connu l'actionnariat salarié à l'époque chez Thomson CSF. Au moment de la privatisation, on avait créé une association, j'en faisais partie des fondateurs, qui s'appelait l'APAT, l'association du personnel actionnaire de Thomson. Donc, on avait créé une association pour être actionnaire. Et l'association existe toujours et ils font partie des gros actionnaires de ce qui est maintenant Thales. Donc, à l'époque, on avait 3 ou 4% du capital ou 5% du capital. Enfin, c'est assez significatif. Et donc, ça m'avait beaucoup plu. Ça me plaisait, je voulais le faire. Simplement, avec du recul, et je connais pas assez bien Cosa Vostra pour dire si c'est adapté ou pas. Et moi, je crois qu'il faut mettre en place... alors, Thomson CSF qui est devenu Thales, c'est un cas particulier, société cotée en bourse, haute technologie, ingénieur, défense. Donc, il faut mettre en place un schéma qui convient et qui est adapté à la population, à sa culture.
à son implication dans la vie de la société, à la capacité des gens à avoir un input ou une réel sur le fonctionnement, les résultats, la performance de la société. Je ne pense pas qu'il y a de règle absolue. Il faut l'outil qui va bien. Ça ne peut pas être le seul instrument de modification, de motivation des équipes. Il faut que ce soit mixé, parce que l'action, c'est un vecteur très particulier. C'est à la fois un vecteur de création de valeur importante, mais dans le temps. C'est quelque chose qui est compliqué aussi parfois à expliquer, parce que les actions, si elles sont cotées en bourse ou si c'est le résultat d'une formule, ben, il y a des moments où ça monte, des moments où ça descend, donc il y a un risque financier qui est un risque actionnarial, qui est pas un risque qui est facile à faire partager à un salarié. Et je dirais, plus il est haut dans la hiérarchie, plus c'est possible ou souhaitable, et plus il est bas, plus c'est compliqué. C'est compliqué par rapport à quelqu'un qui est dans une usine, vous voyez, un préparateur de commandes, etc. C'est assez abstrait, c'est ça. C'est un peu lointain. Donc, il faut traiter ces catégories avec des outils qui vont bien. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, je ne dis pas leur garantir, mais avec les effets de décote ou d'abondement, il faut qu'ils aient quelque chose qui est dans lequel disons, c'est pas du high risk, high return type d'investissement. Alors quand on monte plus dans la hiérarchie, on peut être sur d'autres schémas, type actions gratuites, des stock options, des bons, des choses comme ça, dans lequel il y a un peu plus de sophistication, il y a une compréhension plus forte aussi des enjeux de la société, de son évolution, et donc des arbitrages ensuite en termes de à quel moment j'investis ou à quel moment je sors, qui sont éduqués. On peut pas mettre entre les mains de gens des outils dont ils ne contrôlent pas ou qu'ils ne comprennent pas. Voilà, c'est un peu il faut adapter le ensuite. Après, moi, ce que je crois profondément, ce à quoi je crois profondément, c'est que ça ne change pas profondément les comportements ou la relation à la société. Je ne me suis pas réveillé le 1er octobre 2010 très différent dans ma relation, dans mon implication à la société de ce que j'étais le 30 septembre. Ma vision des choses, comme disait le président Sarkozy le matin en me rasant, elle est la même. Je pense toujours au même truc. J'ai un problème avec un client, j'ai un employé qui pose problème, j'ai un problème d'approvisionnement. Je suis mangé par l'opérationnel. Je l'étais avant, je le suis toujours. Le risk-reward n'est pas le même. T'es mangé par l'opérationnel, je l'entends. C'est tout ça. J'entends ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est que si le soir, t'as planté ta journée ou la boîte, alors l'impact est différent. La vraie différence, non mais ça je l'ai toujours eu, mais je me suis toujours comporté dans toutes les entreprises où j'étais manager comme si c'était la mienne. Ton business. Donc, alors c'est peut-être propre à moi, mais je vois qu'il y a des gens qui ne se sont autour de moi. J'ai vu des gens qui ne se comportaient pas comme ça, qui jouaient un peu avec l'argent des autres. C'est facile de jouer avec l'argent des autres. Oui, mais bon, moi j'ai pas fait. Donc bon, c'est peut-être ma culture familiale protestante, je sais pas quoi. Mon grand-père, j'en sais rien, mais j'ai jamais fait. Donc ça, de ce point de vue-là, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que j'ai pu avoir des moments où je me disais bon, là maintenant il faut que j'aille voir ailleurs, pour différentes raisons. Parce que c'était tentant, parce que c'était difficile, parce que... Aujourd'hui, cette option-là n'existe plus. J'ai juste plus cette option. J'ai pas brûlé mes vaisseaux. Je pourrais toujours, mais ça me traverse plus l'esprit. J'ai eu des moments de grand découragement en 2005-2006. Il y a eu des soirs, je me disais... On va pas y arriver. On n'y arrivera pas. Il faut redresser cette boîte et je n'y arriverai pas, c'est ça. On n'y arrivera pas, parce que plus on fait des choses, on les faisait les choses. On faisait ce qui était prévu, plus ça s'enfonçait. Donc on se dit, c'est sans fin, on n'y arrivera pas. Je n'y arriverai pas. Donc à un moment, on se dit, on va aller voir ailleurs. Et puis finalement, bon, ça s'est pas passé comme ça. Alors que cette option-là aujourd'hui n'existe plus. Alors par ailleurs, les choses vont bien, donc on se pose pas les mêmes, on n'a pas les mêmes angoisses. Mais voilà, je crois que pour moi en tout cas, c'est la seule différence. Et alors, quand je regarde autour de moi, je n'ai pas noté de transformation profonde dans le comportement des gens avec qui je travaille. J'ai des niveaux de motivation, d'implication qui sont différentes. Les gens ont une relation à l'entreprise, au groupe, à leurs voisins, à leurs collègues, qui est différente. Chacun le vit. Et le fait que certains soient devenus actionnaires, ou d'autres pas d'ailleurs, n'a pas fondamentalement changé. On n'a pas tous les mêmes leviers. Oui. Déjà. Et de vouloir faire rentrer dans une catégorie, c'est pas forcément...
Ok. Écoute, c'est passionnant, le temps file et j'aimerais quand même aborder ce sujet qui est hyper intéressant et peut-être qui est cœur dans le panier, chers auditeurs. J'espère que ça vous a plu jusqu'à présent. Moi, j'ai trouvé ça mais passionnant. Vous me direz ça sur LinkedIn et vous pourrez aussi le dire à François d'ailleurs. Différents modèles existent dans les FMCGs, les Fast Moving Consumer Goods, mais le modèle que vous avez vous, c'est un modèle B2B2C. Je distribue à des distributeurs qui distribuent à du consommateur final. On a une part infime du business aujourd'hui qui arrive sur des acteurs nouveaux qui font du direct to consumer, du DTC, comme j'ai cité tout à l'heure, mais What Matters et d'autres que vous avez pu entendre sur ce podcast, qui, malgré des très très belles croissances pour certains d'entre eux, ne représentent toujours qu'une part infime d'un business à plusieurs dizaines de milliards d'euros en France. Comment est-ce qu'on se réinvente quand on est La Brosse et Dupont, qu'on est un groupe indépendant, agile, parce que vous avez la décision, elle est en face de moi à table, il n'y a pas un industriel derrière, pour insuffler du e-commerce, alors en B2B ou en B2C, tu vas me le dire, mais comment est le plan et comment s'opère ce retournement d'entreprise? Ma question était longue, vas-y. Ça s'opère très difficilement. Très difficilement. Très difficilement parce que l'organisation et la culture profonde de La Brosse et Dupont, c'est de travailler avec la grande distribution. On s'est forgé à ça, on est tous tombés dedans maintenant depuis longtemps, et notre avantage compétitif aujourd'hui, il s'est construit sur des performances supérieures à celles de nos concurrents, dans notre capacité à mettre les produits en avant dans les rayons de la grande distribution. Et c'est là qu'on est très très bon. On est bon dans la création des produits, trouver les bons produits qui vont bien se vendre, on est bon dans le packaging, on est bon dans le pricing, on est bon dans le merchandising, et tout ça c'est très très propre à la grande distribution. À tel point que ce sont nos employés qui alimentent les rayons, on fait le rack jobbing dans les hypermarchés et supermarchés. Comment t'as appelé ça? Le rack jobbing. C'est un truc anglo-saxon. En français, on parle de marchandisage, mais c'est une mauvaise traduction. C'est la gestion du rayon. Ouais. C'est la gestion du rayon. Vos employés? Oui. J'ai mes employés qui passent dans les points de vente et qui remplissent les rayons et qui prennent les commandes dans une majorité de cas pour le prochain passage. Et quand on est chez Unilever ou ailleurs, c'est pas le cas? Non, ça dépend. Non. Alors, c'est ce qui fait la différence entre les gens des FMCG, comme tu as dit tout à l'heure, Fast Moving Consumer Goods, et les gens comme nous, où on nage au milieu des FMCG, mais en fait, nous, on fait des Slow Moving Consumer Goods. Malheureusement, on fait pas des Fast Moving. On peut pas dire. C'est-à-dire que eux font des Fast Moving Consumer Goods. Donc, la caractéristique des FMCG, ce sont des produits qui, pour le distributeur, sont des produits à faible marge et à très fort taux de rotation. Et donc, il a besoin, d'où l'enjeu qui est de faire tourner les stocks le plus grand nombre de fois possible dans un exercice pour augmenter sa masse de marge. Et donc, aujourd'hui, les systèmes se sont optimisés et l'essentiel de ces FMCG sont livrés par les industriels, comme Unilever, J'en cite un, on peut parler de Nestlé, Danone, tous les grands. Ce qui fait aujourd'hui, tu prends les 70 ou 80 adhérents de l'ILEC qui représentent plus de 50% du business de la grande distribution. Hein. Voilà, on est là. Donc ces gens-là, eux, ils livrent essentiellement les entrepôts de la grande distribution. Parce que c'est ce qui permet la plus grande massification des flux logistiques. Et ce sont ensuite les entrepôts de la grande distribution, Leclerc, Carrefour, etc., qui livrent leurs magasins. Moi, j'ai un mode, dans la mesure où nous avons une fréquence les rotations étant beaucoup plus faibles en magasin, on a une fréquence de livraison qui est beaucoup plus basse. Et donc, on livre soit directement les points de vente, soit par des modes dits de cross-dock à l'OT, c'est-à-dire qu'on prépare les commandes magasin par magasin, on les livre sur les plateformes logistiques, et ensuite, c'est rééclaté par des flux logistiques de l'enseigne directement dans les points de vente. Et ce sont nos employés qui ensuite gèrent la mise en rayon et la prise de commande. Donc vos employés ont préparé la commande en amont, oui, livré sur des docks, livré à la boutique. C'est pas le même, hein. Et c'est un nouveau ton d'employé, enfin vos employés qui vont faire le rack jobbing. Exactement. Ce qui demande une coordination très 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 fine des flux. Mais c'est à ça qu'on est très bon. C'est dans cette complexité qu'on est très bon et qu'on est très compétitif. Et apprécié. Oui. Ok. Et on a une équation économique qui est différente avec les distributeurs, puisque on a des rotations beaucoup plus lentes, un très grand nombre de références, mais des niveaux de rentabilité beaucoup plus élevés. Donc l'équation économique reste bonne, à condition qu'elle soit bien gérée. Donc il faut avoir des taux de service, il faut
très élevés, il faut pas avoir des stocks trop importants, donc on est dans de la gestion extrêmement fine. Alors, la question c'était comment on va faire du commerce électronique, et tu vois, et c'est très difficile parce qu'en fait, dans notre business actuel, nous n'avons pas ou peu de relations avec le consommateur final. C'est le distributeur qui est chargé de faire venir le consommateur dans son magasin, c'est son job, avec des outils qui ne sont pas les nôtres, puisque il fait venir parce qu'il fait de la publicité, parce qu'il a des produits d'appel qui sont très bien positionnés en promotion. Enfin bon, on connaît tous les. Il faut qu'ils soient positionnés en prix. Mais nos produits à nous, il n'y a pas de sensibilité prix chez le consommateur. Comme la fréquence d'achat est très basse, on achète une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans, on ne connaît pas le prix. Le consommateur a une idée très vague du prix de nos produits. Donc, on ne fait pas venir quelqu'un chez Leclerc ou chez Carrefour en lui disant viens, tu vas voir, il y a un seau qui est pas cher ou il y a une brosse à cheveux super pas chère. Ça marche pas. On lui dit sur le pot de Nutella, sur le Coca-Cola ou sur des choses comme ça, ou sur la bière, parce qu'on achète toutes les semaines, mais on ne fait pas venir avec nous. On le fait venir en étant positionné sur les FMCG, pas sur les nôtres. Nous, il faut qu'on soit dans le rayon, un achat donc prévu, non décidé, c'est-à-dire qu'on met le produit sur la liste de commission, mais on ne sait pas exactement quel modèle ou quelle marque on va acheter, à la différence de la plupart des FMCG où on a surtout des produits, des achats qui sont prévus et décidés. Tout ça pour dire que quand on sort de ce modèle-là, qui est le nôtre, et où on est très bon, et qu'on va sur le commerce électronique, où là, on s'interface directement, tout de suite avec le consommateur. Un consommateur qui tape sur Google une brosse à cheveux, un balai ou un rouge à lèvres, il faut apparaître tout de suite dans la première liste. Donc si on n'est pas dans la première liste, on a perdu. Donc ça, c'est un métier nouveau pour nous. Entièrement nouveau. Et qui ne doit pas venir cannibaliser, je ne sais pas, des process, de la présence, de la distribution. Bon, il n'y a pas trop de risques pour le moment, puisque de toute façon, sur l'essentiel de nos catégories, il y a très peu d'offres, de toute façon, en commerce électronique. La raison pour laquelle il y a très peu d'offres, c'est que en amont du magasin, aujourd'hui du magasin physique, mais c'est la même chose pour le commerce électronique, il y a une très grande complexité et une très grande difficulté à concevoir ces gammes de produits, les approvisionner, les faire fabriquer sur des milliers et des milliers de références. Ça, c'est une complexité que nous maîtrisons, parce qu'on l'a développée en travaillant avec la grande distribution. Et qui aujourd'hui, quelque part, est une barrière d'entrée pour les nouveaux entrants. C'est-à-dire que les sociétés que tu décris qui se créent pour le commerce électronique, elles vont avoir beaucoup de mal à avoir un catalogue de produits aussi profond et aussi nourri que le nôtre avant des années et des années, parce qu'elles n'ont pas de base business pour le construire. En revanche, ce qu'elles savent très très bien faire, parce qu'elles sont nées là-dedans, c'est elles ont la maîtrise de ce commerce électronique. Aller chercher le consommateur avec les mots-clés sur Internet, chez Amazon, chez Google. Nous, c'est moins notre tasse de thé. Il faut qu'on l'apprenne. C'est une tournure d'esprit, une façon d'envisager le business qui est totalement différente et qui nécessite chez nous des personnes nouvelles qu'on commence à recruter. Parce que ce ne sont pas les gens qui travaillent depuis 5 ans, 10 ans avec la grande distribution qui, quand ils ont 10 minutes à la fin de la journée ou un vendredi après-midi, vont se préoccuper de commerce électronique. Ou l'achat média. Non. C'est marrant parce que ça, tu répètes un peu ce renouvellement de capital humain. Ou en tout cas, alors c'est pas renouvellement, c'est on ajoute. On ajoute à côté. Ouais, on élargit la zone de confort. Et en même temps, comme dirait l'autre, il faut qu'on leverage sur nos avantages compétitifs. C'est-à-dire qu'on a quand même cette capacité à avoir un catalogue de produits incroyable. J'ai 10 000 produits dans ma base active, 10 000 références. Donc ça, c'est une offre qui est extraordinaire. Et on sait amener ces produits-là sur nos entrepôts. On sait les stocker, on sait les approvisionner et on sait les expédier. À de la grande distribution. À de la grande distribution. Alors, certes, les quantités, enfin, ça reste de l'expédition, c'est une approche qui est un peu différente. C'est pas pareil. La grande distribution, elle n'achète jamais à l'unité de vente consommateur. Oui. Elle achète à ce qu'on appelle le PCB par combien. C'est-à-dire que, quel que soit le produit, la grande distribution, elle achète un produit par 6, par 12, par 14, par palette, par 25, par couche palette. Il y a une unité logistique qui est l'unité d'achat. Or, on sait que dans le commerce électronique, quand on vend en direct sur le consommateur, l'unité c'est 1. Plus de la moitié des achats des achats en commerce électronique, c'est un produit. Je sais pas comment tu fais toi, mais je reconnais bien. Sauf quand je me trompe, c'est bien. Ça. Oui, voilà. Souvent, on achète un produit, on cherche un produit, on le trouve, on l'achète. Voilà. Donc, une approche différente chez vous. Une approche différente. Leverager, tu as dit, des savoir-faire et des
là où vous êtes fort, mais inventer, en tout cas insuffler, pas inventer parce que ça existe déjà, mais insuffler ou aller chercher les compétences pour monter des équipes. Donc c'est un challenge humain en fait. On est en plein milieu de ça. Alors on a aujourd'hui des sites qui existent. Hein. On peut acheter des produits sur le site éléphantmaison.com, on peut acheter sur Misden, on peut acheter sur Terriport. Il y a des sites qui existent, on peut acheter des produits, mais aujourd'hui on n'est pas satisfait par la performance de ces activités-là. Elles ne sont pas optimum. On est comme une écurie de Formule 1, on est aux essais là, hein. On fine-tune les moteurs, on règle, on n'est pas rentré en course et on n'investit pas encore en marketing électronique parce que on considère que la machine derrière n'est pas prête à recevoir du trafic. On découvre ce métier. On découvre ce métier dans toutes ses composantes. Les sites, ça bug. Enfin, tout le monde a des problèmes. Les sites, ça bug. Les paiements, des fois, c'est compliqué. Les traitements comptables, c'est pas optimisé. Enfin, on a plein de choses qu'on découvre petit à petit. On est en train de découvrir toutes ces choses-là et j'espère qu'assez rapidement, on va pouvoir accélérer. Alors, c'est intéressant cette histoire de Formule 1, mais la Formule 1, c'est des mécaniques qui tournent au micron près depuis des dizaines, des centaines d'années dans votre cas. Il y a des boîtes en e-commerce qui arrivent et qui écrasent tout. C'est plutôt Alors tu m'avais dit ça d'ailleurs la semaine dernière, j'y pense. Ouais. C'est plutôt le Paris-Dakar que la Formule 1. En tout cas, on considère que nous, on va pas courir la même course. Il y a une course qu'on court dans notre business model traditionnel à la grande distribution, et là, il faut qu'on aille courir une autre course avec d'autres voitures, avec une autre organisation. Le moteur est peut-être le même. Hein. On est peut-être un bon motoriste, mais il va falloir construire autre chose à côté. Ok. Alors, je réfléchis à autre chose. Je ne sais pas, mais peut-être oui. Alors, moi, je les connais pas. Je ne les connais pas, ces gens-là. Ils ont l'air très, très bons. Je les trouve très, très forts. Mais je parle avec beaucoup de modestie parce que c'est pas notre métier, nous, historique. On le connaît pas et pour nous, on a du mal. On a du mal. Eh ben, je peux te recommander Le Panier, un excellent podcast où certains d'entre eux sont passés. Peut-être qu'il y a des insights. Oui, j'en ai écouté quelques-uns avant de venir te voir. C'est intéressant, je me demande dans quelle mesure, t'as une vingtaine de marques à construire ou de sites à construire, et de l'autre côté, pourquoi ne pas, inventer alors je vais pas dire une marketplace, mais parce que tu es toi-même distributeur, mais dans quelle mesure je peux avoir tous ces produits sous un même toit? Bien sûr. Alors, on ne les aura pas sous le même toit commercial. Une consommatrice qui cherche Kiwi, c'est pas notre marque, hein, donc on est distributeur. Non, mais on est distributeur de Kiwi, tu as raison, mais comme ce n'est pas notre marque, on en fait pas le commerce électronique. Alors, une consommatrice qui cherche un rouge à lèvres, il est peu probable que dans le même achat, elle aille chercher un balai ou une serpillière. Bon. Alors, donc je crois qu'il faut que les marques gardent leur identité propre et leur interface consommateur propre, mais elles peuvent être toutes basées sur une architecture technique commune. Ça, oui, c'est là-dessus qu'on travaille, bien sûr. Tu m'as parlé tout à l'heure, alors c'était des termes avec lesquels j'étais pas, enfin des concepts avec lesquels je suis pas forcément coutumier, mais de l'achat prévu non décidé versus de l'achat prévu décidé. Le rouge à lèvres, je connais pas les marques. Maybelline, ça existe, ouais. C'est le leader, c'est la première marque. Leader, on est d'accord. C'est mon grand concurrent d'ailleurs. Tu vas le chercher. C'est intentionnel et décidé du coup. Et toi, tu m'as dit que tu étais fort. Pardon. Le fond de ma pensée, c'est que tu m'as dit que tu étais fort sur le non décidé. Tu as raison. En général, je moyennise ces choses-là parce que effectivement, comme j'ai une quinzaine ou 18 marques, mais et comme tu l'as bien constaté, les ressorts et les règles du jeu dans le marché du maquillage sont pas ceux de l'entretien de la maison et sont pas ceux non plus de la parapharmacie ou de la mercerie. Donc après le maquillage c'est très particulier. Il faut savoir qu'une consommatrice est fidèle en maquillage, mais elle a plusieurs partenaires. Donc dans la trousse de maquillage d'une consommatrice, on va retrouver plusieurs marques qui se promènent, qui se mélangent, et on va retrouver un peu de tout. Et on a là-dedans des produits qui sont plus ou moins impliquants. Le fond de teint probablement est ce qu'il y a de plus impliquant. C'est très compliqué. Impliquant, oui. C'est-à-dire que c'est compliqué pour quelqu'un qui se maquille. Je devrais pas dire pour une femme, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se maquillent, même si c'est nos plus grosses consommatrices. Quelqu'un qui se maquille, le choix du fond de teint est très impliquant parce qu'il est
compliqué. C'est difficile de trouver la bonne harmonie entre la teinte de la peau, le grain de la peau. Il y a des gens qui ont des peaux sèches ou des peaux grasses, et les peaux réagissent même avec une teinte donnée différemment en fonction de leur qualité au fond de teint qu'on leur met. Donc c'est très difficile. Et donc quand tu l'as trouvé, tu t'accroches. Exactement. Donc ça, c'est la partie captive, quoi, impliquant, difficile. Et puis c'est le teint, la peau, c'est vraiment un gros marqueur de séduction pour une femme. Très gros marqueur de séduction. Donc c'est très impliquant. Là, c'est le plus difficile à trouver, et c'est là que la consommatrice, potentiellement, le jour où elle l'aura trouvé, elle mettra le prix. Elle ira dans des très belles marques si elle est sûre d'avoir un fond de teint. Et puis après, on a d'autres éléments. Le rouge à lèvres, c'est un petit peu compliqué. On en a plusieurs en général de rouge à lèvres, mais on peut avoir un Dior, un Chanel, et puis un Miss Den. C'est pas selon les teintes, selon les moments. Il y a des rouges à lèvres qui sont plus pour sortir, pour aller au boulot, des rouges à lèvres pour le week-end. Bon. Et puis après, quand on continue à descendre, on a des choses comme le mascara ou les vernis à ongles qui sont beaucoup moins impliquants. Où là, la consommatrice a tendance à un peu de temps en temps s'amuser. On fait un peu de fantaisie, on peut mettre un vernis à ongles de couleur. Maintenant, ça se fait beaucoup jaune ou noir. Et puis, on va pas forcément le garder toute la semaine. C'était juste le week-end. Voilà. Le mascara aussi, c'est quelque chose, c'est un achat moins impliquant. Et donc, on va retrouver dans une trousse de toilette plusieurs marques. Les consommatrices ont plusieurs marques. Et on va avoir un mélange. Et puis, on va essayer. Et puis, il y a des choses sur lesquelles il y a de la qualité qui n'est pas bonne. On achète un truc pas cher pour rigoler, puis on le réessaye pas. Et puis, il y a des choses qui coûtent très cher. Le maquillage, ça peut être très cher. Les consommatrices sont très attachées au choix. Il est essentiel pour qu'une consommatrice rentre dans la catégorie, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le rayon et qu'elle vienne tripoter, regarder, essayer. Il faut qu'il y ait du choix. S'il n'y a pas de choix, on rentre pas. C'est pas pour autant qu'on va transformer l'acte d'achat. Mais justement, on parlait tout à l'heure du rayon DPH, qui est un des rayons. Droguerie, parfumerie, hygiène. Oui, hygiène. Mais on a besoin d'aller au DPH quand on fait ses courses, parce qu'il faut acheter un tube de dentifrice, du shampoing. Il y a des achats où on y va souvent. Et beaucoup de consommatrices vont dans le rayon parce qu'elles ont besoin d'y aller, et elles font un petit détour par la parfumerie. Elles vont regarder le maquillage, elles vont regarder les trucs. Elles vont pas forcément acheter, mais si le rayon est attractif, elles vont se balader, elles vont essayer, elles vont regarder. Si le rayon est pas joli, est pas attractif, il y a pas de choix, on rentre pas. Et les succès de certaines enseignes spécialisées, Sephora, Kiko, et dans une moindre mesure Monoprix, ces enseignants ont su donner une impression de choix aux consommatrices. Il y a une profusion de produits, de couleurs, de qualité, et c'est très important. On sait que dès qu'il y a du choix, la consommatrice a tendance à rentrer dans la catégorie et regarder. Si elle n'a pas une perception de choix, et les distributeurs ont beaucoup investi dans le maquillage ces derniers temps, parce qu'ils ont transformé en l'espace 5-6 ans l'essentiel de leurs rayons, qui étaient des rayons en blister, où on mettait le maquillage sous une coque, en rayons dits nus, où les produits sont présentés dans des grilles. Et vous vous retrouvez avec une offre qui, en termes de profondeur, c'est-à-dire nombre de références, a pas beaucoup changé. On a à peu près la même offre, mais visuellement, la consommatrice a l'impression qu'il y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de produits présents en rayon. Et donc, ça a augmenté très fortement l'attractivité du rayon. Ça se voit pas encore dans les chiffres, hein, mais en tout cas, nous, on a eu une performance remarquable sur les 3 dernières années. Nous sommes la seule marque en croissance sur le marché, dans la grande distribution. C'est un marché qui est négatif, qui perd quasiment environ en moyenne 10% par an, et nous, on vient de faire des années à plus de 20%. Donc, on gagne de la part de marché, on gagne du chiffre, oui. Alors, félicitations déjà, c'est génial, mais en point de vente. Parce que on parlait de la transformation de l'humain, mais le packaging aussi a un impact quand tu passes au e-commerce. Colossal. Avant, il faut occuper, alors tu me le disais en préparation, le mètre 33 de l'unité de rayon. Là, maintenant, tu as des enjeux de packaging, de shipping qui sont du coup plus les mêmes à l'unité, parce que le PCB, c'est 1 et versus... PCB, j'ai une bêtise, non, c'est juste. Hein. Oui, le PCB par combien ? C'est l'unité logistique à laquelle on vend à la grande distribution. Donc ça, ce sont des valeurs qui changent. Oui, donc on a besoin en préparation. Ça, c'est un problème de préparation de commande. C'est-à-dire en préparation de commande. Ça remonte pas au-dessus ? Non. Au packaging, t'as pas un packaging en distrib, un packaging. Non. Le consommateur reçoit le produit après dans une enveloppe avec des
papier bulle, etc. Donc c'est protégé, mais quand il commande un rouge à lèvres ou un vernis à ongles, il s'attend à recevoir son vernis à ongles dans ce qu'on appelle son packaging primaire, c'est-à-dire son flacon. Oui. Il n'a pas forcément besoin du blister. Donc on se rapproche de ce point de vue-là de la vente en nu dans les grandes surfaces. Okay. Et en plus, t'as des... Mais s'il le reçoit en blister, c'est pas un problème. Il n'est pas le blister, il le craque, hein, il récupère son produit, il est content. Il n'y a pas de frein de ce côté-là. Non, la vraie difficulté pour nous, c'est de parler à notre consommateur. C'est-à-dire que aujourd'hui, il nous trouve un maquillage dans les rayons de la grande distribution, et on gagne beaucoup de parts de marché parce que nous avons les rayons les mieux tenus. Et parce que nous avons des produits qui sont avec un rapport qualité-prix qui est excellent. On a un niveau de qualité comparable aux leaders avec un prix qui est beaucoup plus attractif. Donc la consommatrice, elle essaye, elle le trouve très bien, elle y revient. On a une performance qui est croissante. Plus on est présent dans un magasin, un point de vente, on progresse d'année en année sur nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'on fidélise la clientèle. En magasin. En magasin. Mais ton enjeu, une fois que tu passes au e-com, c'est le flux de trafic dans le... Mon enjeu pour moi, c'est que aujourd'hui en e-commerce, personne ne recherche mes produits. Personne ne va taper... personne. Voilà, personne ne tape Mizden. On connaît Maybelline, tu as raison, c'est la marque la plus connue du marché. C'est le leader. L'Oréal Paris, oui, mais il dépense des dizaines, des centaines de millions, des milliards d'ailleurs. Sauf qu'en part de marché volume, je suis passé devant Bourjois, en France. Ok. En grande distribution. Mais Bourjois reste une marque avec une notoriété extraordinaire que je n'ai pas. Donc, je pense qu'il y a des consommatrices qui vont aller chercher sur Google ou sur Amazon un mascara Bourjois, un rouge à lèvres Bourjois. Aujourd'hui, elles vont pas chercher un Mizden, sauf celles qui l'ont déjà essayé en grande distribution, qui ont, pour je ne sais quelle raison, acheté un rouge à lèvres, un vernis, un fond de teint qu'elles ont trouvé très bien et qui veulent le racheter, et elles n'ont pas la possibilité de revenir dans le point de vente où elles l'ont acheté la première fois. Mais ça reste très marginal. Donc moi, mon enjeu aujourd'hui... C'est un enjeu CRM. Et absolument. C'est qu'on vienne chercher... alors, après, il y a des outils pour ça. Hein. On achète de la publicité chez Google, chez Amazon, on remonte dans les classements, et quand on tape rouge à lèvres, on sort dans les premiers. Donc on y arrivera. Mais c'est du marketing électronique. C'est comme de la pub télé, ça coûte. Ce sont des budgets médias, ça coûte très cher. Et donc, comme tout investissement, il faut que ce soit rentable. Moi, je ne dépenserai pas d'argent de façon significative si cet investissement n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'à un moment, si je dépense de l'argent en pub chez Google ou chez Amazon, il faut que derrière, ça me génère des ventes. Et pour ça, il faut que la mécanique, on parlait de l'écurie de Formule 1, elle soit réglée. Je sois prêt pour la course. Aujourd'hui, je suis pas prêt pour la course. Donc, comme je ne suis pas prêt pour la course, et je dépense pas, je suis encore en phase d'essai. À quelle échéance? Qu'est-ce que tu te fixes comme... il faut que ça se fasse dans les 12-18 mois qui viennent, là, maintenant. Il faut qu'on bascule dans les 12-18 mois. Alors, tu découvres le panier, mais je fais des catch-up, où je reçois un invité passé, tu vois, 6 mois, un an et demi, pour lui dire, bon alors, quoi de neuf? Tu aurais dû me le dire avant, j'aurais dit moins de bêtises. Mais pour faire le point sur les avancées. C'est passionnant, je pense qu'il y aura encore énormément de choses à se dire, mais le temps file. Chers auditeurs, moi j'ai trouvé ça incroyablement riche, et ça sort un peu du cadre habituel, donc j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est une belle histoire. Allez, pour ouvrir et pour atterrir peut-être, vous êtes une dizaine de personnes à avoir racheté la boîte, c'est ça? Oui, alors on en a 4 qui nous ont quittés. Alors 2 qui nous ont quittés parce qu'on s'est séparés, on s'entendait plus. J'en ai 2 qui ont pris la retraite, 3 qui ont pris la retraite, et un nouveau qui est rentré depuis. Voilà. Et du coup, une boîte qui est maintenant, qui a presque, pas doublé, mais 125 à 175 millions, hein, en gros, sur cette période. Pas de regret de la part de LVMH? Vous êtes encore en contact? Ah, non seulement pas de regret, mais dans le cadre du contrat, ils avaient des options. Ouais. Lorsqu'on a remboursé donc la partie, tu te souviens, ils nous ont fait crédit sur une partie de la vente. Donc on leur a remboursé. Vendor loan. On leur a remboursé le vendor loan, puisqu'ils avaient été très clairs là-dessus en disant le plus important pour eux, ils voulaient qu'on rembourse le plus vite possible. Ils voulaient pas, ce qui est normal, hein. On vend une entreprise, on fait crédit d'une partie. Logiquement, on est intéressé à être remboursé le plus vite possible. Donc on a fait en sorte, nous, de les rembourser le plus vite possible. Ils bénéficiaient d'options pour revenir au capital en cas de revente. Ils les ont exercées, donc ils sont revenus au capital. Ah, ils sont revenus au capital. Oui, ils sont... Ouais, c'est que vous avez fait du bon boulot.
En tout cas, on leur a fait suffisamment envie pour qu'ils le fassent. Je sais pas. Attends, juste en pratique. Donc, il y a un moment où ils ont vendu 100%. Ils ont reçu du cash en échange, plus une partie en loan. Oui. Que vous avez remboursé. Donc, il y a un moment où vous aviez 100% du capital. Oui. Et ils vous ont racheté une partie. Ils ont souscrit à une augmentation de capital. Enfin, techniquement, oui. Ok. Sur une valo ils ont réinvesti. Supérieure. Donc, c'est une manière aussi pour vous de faire un peu de cash out, en fait, j'imagine. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas du tout comme ça que c'était construit. C'était construit pour qu'ils puissent acheter des actions au prix où nous les avions achetées en 2010. Ok. Qu'est-ce que je te souhaite on est le 31 janvier, dernier mois de janvier d'ailleurs. Bonne année. C'est au moment où on enregistre, pardon, mais ça sortira dans quelques jours, dans quelques semaines, dans 15 jours. Qu'est-ce que je te souhaite pour 2022 ? Alors, on est en pleine négociation avec la grande distribution. C'est très compliqué et comme tous les ans, c'est compliqué tous les ans. Alors cette année, c'est encore plus compliqué que d'habitude. C'est très tendu. On n'est pas les seuls, hein, tout le monde. C'est très tendu pour les distributeurs, c'est très tendu pour tous les fournisseurs. On est très en retard. Eh bien, que les négociations se finissent bien. Je te souhaite que les négociations se finissent bien. Tu m'as dit tout à l'heure que vous leur apportiez des beaux niveaux de marge, en tout cas équivalents, c'est ça, et que tes produits sont en croissance. Oui. Non, on fait partie des catégories rentables pour eux. Okay. On est une catégorie rentable. Mais ce qui est normal, on est aussi une catégorie compliquée à gérer. On revient sur la logique du high risk, high return. Les fast moving consumer goods, c'est facile, ça se vend tout seul, mais ils gagnent pas grand chose. Et puis, nous, les notes, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de refs, c'est compliqué à gérer, mais ça rapporte. Mais ça rapporte, voilà. Et c'est bien. Faut de tout pour faire un monde. François, merci infiniment pour ton temps, c'était un réel plaisir, on a passé presque 1h30 ensemble, ça doit être l'un de mes records. Chers auditeurs, j'espère que ça vous a plu, un petit coucou à Chloé aussi qui représente tes PR, puisque tu bosses avec une boîte de PR et qui a permis cette mise en relation, et qui était studieuse à côté de nous, mais dans la salle. On te trouve sur LinkedIn, François Carayol, et c'était un plaisir, je suis impatient de faire le catch-up dans un an. Merci beaucoup Laurent, c'était également un plaisir partagé, j'ai passé un très bon moment. Formidable. À bientôt et au revoir à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.